Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur Sabiopod, un podcast qui traite de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un un jeu vidéo qui a fait beaucoup parler de lui il y a une dizaine d'années environ, c'était en 2016 quand il est sorti, pas toujours en bien, même on peut d'ores et déjà dire qu'il s'est fait descendre à la sortie. Donc il s'agit d'un jeu qui fait référence au space opéra, il s'agit de No Man's Sky, étant donné que c'est un jeu dans lequel vous avez le contrôle d'un vaisseau spatial et quand vous atterrissez sur une planète, vous pouvez sortir du vaisseau en question et vous voyez votre personnage à la troisième personne qui se déplace dans l'environnement de la planète sur laquelle vous vous trouvez. Alors, pourquoi parler de ce jeu en fait? Ben, justement, comme je le disais, c'est que ça s'est pas très bien passé pour eux au départ, et on pourrait croire que ça s'est largement mieux porté. Alors, d'un point de vue financier, je suis à peu près certain que ça s'est porté bien mieux pour eux, étant donné d'abord les efforts ils ont démontrés tout au long de cette dernière décennie, c'est le moins qu'on puisse dire, enfin ces dernières 9 années, mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas revenir sur ce jeu, c'est-à-dire quand il a été présenté, le marketing était il y avait un côté très naïf, apparemment très naïf, du marketing en question, c'est-à-dire c'était le développeur habillé simplement avec jean, chemise ou pull, le développeur de base classique qui fait pas trop attention à la manière dont il s'habille, etc. Enfin, et en même temps c'est très très calibré, hein. Il faut aussi se rendre compte de ça. Alors, je ne doute pas, par contre, bien entendu, des qualités intrinsèques au départ qui ont permis la création de ce jeu vidéo. C'est-à-dire que les démos, les images qui nous ont été montrées, je me rappelle une présentation où vous aviez le patron de Sony à l'époque, à côté du développeur en chef, qui nous montre en effet certaines images et on les voit discuter. Je me rappelle Nickcube, une de ces manifestations annuelles à Los Angeles où effectivement il nous a été montré encore une fois avec Sean Murray, voilà le nom du développeur en chef, le lead développeur et patron du studio de développement au passage, même si c'est un petit studio de développement, c'est pas un énorme. Encore que je ne sais pas, peut-être qu'il a grandi depuis et peut-être qu'il y a beaucoup plus d'individus maintenant chez Hello Games. Mais toujours est-il que, enfin, toute la présentation, ça correspondait presque au rêve humide de toutes les personnes qui ont lu ou qui ont regardé les couvertures de Space Opera de ces 40-50 dernières années, c'est-à-dire les designs de Chris Foss, les designs de Jim Burns, enfin tous ces artistes très souvent anglais qui nous ont ravis avec des superbes couvertures. Il est évident que ça fait référence à ce genre de choses, et dans ce sens-là, effectivement, j'ai regardé ça de près très très rapidement, même si j'ai pas récupéré le jeu immédiatement, hein, soyons très clairs. J'ai juste observé par contre je veux dire que ce qui s'est passé par la suite, et on va y revenir justement. Donc c'est un jeu qui a porté beaucoup d'espoir et dont la déception a été à la hauteur d'ailleurs. Alors là où on va dire qu'il y a quelque chose de très positif, c'est que justement l'acharnement du développeur, mise à jour après mise à jour sur ces 9 dernières années, a quand même porté ses fruits, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est un jeu maintenant qui fonctionne plutôt très bien, qui tourne plutôt très bien, qui est relativement bien optimisé, surtout si on le compare à l'ensemble des jeux de ce type qui existent sur le marché. Il faut quand même aussi en avoir un peu conscience. Alors, pourquoi parler de ce jeu en particulier plutôt que d'un autre? Donc, pour revenir à cet aspect-là que j'ai introduit initialement, tout d'abord et avant tout, c'est un jeu d'exploration spatiale. Donc il a été présenté de cette manière, et pour l'essentiel, il fonctionne en effet en tant que tel. Encore que, vous avez des versions où vous êtes à pied, où vous prenez un véhicule, et vous êtes... enfin, l'essentiel c'est que vous êtes à pied quand même, et vous pouvez vous promener à droite et à gauche, pas trop loin de votre vaisseau spatial, par contre je vous le conseille, parce que sinon vous pouvez vous perdre, ça aussi ça peut arriver, c'est une perte de temps supplémentaire, mais bon, c'est un autre sujet. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il fonctionne très bien. Ensuite, et c'est évident pour ceux qui s'y intéressent, la réception en effet de ce jeu était pour le moins pas vraiment positive. Alors, je les ai évoqués très succinctement, mais bien entendu, il y a un certain nombre de raisons associées à cet état de fait. Ce jeu a
tout d'abord été présenté comme étant une révolution graphique, esthétique et technologique, pas du tout relative, mais totalement absolue, quoi. Et c'est un peu le problème quand faut présenter les choses comme étant un saut drastique et majeur dans un environnement technologique ou, comment dire, ou si vous voulez, c'est un jeu dépasse l'autre, un jeu dépasse l'autre, c'est-à-dire qu'on finit presque par être lassé finalement de l'évolution technique et technologique dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que ça a un intérêt, ça peut avoir son intérêt, et c'est pas moi qui dirais le contraire, mais ça peut être un facteur limitant aussi, et je pense qu'il faut avoir conscience de cela. Donc ce qui était intéressant avec ce projet No Man's Sky de jeu qui fait référence au Space Opera, c'est que vous avez la capacité, donc ce jeu a la capacité à simuler une galaxie entière, peuplée de millions, voire de milliards de systèmes solaires. Donc tous pouvant être visités, explorés, bien sûr vous n'aurez pas assez d'une vie pour le faire, donc c'est aussi l'avantage pour eux. Donc tous pouvant être visités, explorés à partir de votre vaisseau spatial, avec en plus la possibilité d'accès à toutes les planètes que vous croisez, absolument toutes. Donc cette simulation est vraiment gigantesque, même la surface des planètes, comme je le signalais au départ, n'est pas épargnée. Vous pouvez bien sûr entrer dans l'atmosphère de ces planètes, mais vous pouvez aussi atterrir, poser votre vaisseau, sortir de votre cockpit et explorer à pied la surface de la dite planète. Alors que celle-ci soit, au niveau de sa surface, qu'elle soit cabossée, pleine de montagnes, de crevasses, de vallées, de rivières, de caves, de grottes encore inexplorées, ou de plaines arides et sans vie, ou pleines de vie, vous pourrez visiter tout, absolument tout ce que vous voulez. Tout, vous saurez tout, 3 petits points. Donc super excitant, n'est-ce pas? Si on n'avait pas eu droit à une ou deux démos et quelques images, on n'y croirait pas. Donc sur le papier ou dans un article de presse, comme il y en a eu certainement des centaines et des centaines, voire des milliers, voire même dans une présentation pendant un événement de marketing de type eCube ou autre, tout ça semble presque incroyable. Et pourtant, comme on l'a vu par la suite, tout cela est bien vrai. En effet, c'est le paradoxe, c'est que on peut donc comprendre l'enthousiasme du pilote de ce jeu, donc Sean Murray, son excitation visible, ses sourires sans équivoque et son langage corporel un peu gêné d'être là où il se trouve au moment où il présente le jeu, quand il en parle donc en 2016, devant tous dans une de ces manifestations, comme je le disais, événementielles qui saupoudrent le temps annuel et commercial de l'industrie des jeux vidéo. Et pourtant, malgré le fait que le jeu corresponde bien à ce qui était présenté, et pourtant, patatras, lorsque le jeu est sorti, en effet, il s'est fait démonter presque comme un château de cartes. Et je dois le dire à juste titre, car même si toutes les caractéristiques apparentes annoncées s'y trouvaient, il y a une chose qui est assez évidente, c'est que une galaxie entière, sans rien de vraiment intéressant à faire, ni d'excitant à proprement parler à effectuer, l'exploration a ses limites, même si la technologie est intéressante en elle-même, et explorer un grand vide, aussi joli soit-il, a paradoxalement ses limites. Il est évident que si vous vous retrouvez sur des planètes où il n'y a rien à faire, si juste vous voyez quelques créatures gazouillées, et que vous pouvez partir avec votre vaisseau spatial sur une autre planète, etc., et que vous répétez... vous faites bis repetita la même chose, allez voir d'autres créatures. Bon, bref, au bout d'un moment, effectivement, c'est un peu gênant. Je ne dis pas que c'était l'objectif du jeu vidéo initial d'être comme ça, je dis juste que c'est plus ou moins ce qui est sorti quand il est sorti. C'est ça aussi dont il faut avoir conscience, en effet. Donc, ce jeu de pilotage d'un vaisseau spatial s'est fait initialement descendre en flammes par les consommateurs de ce type de produit, hélas. Mais, et fort heureusement pour eux, Hello Games est un studio de dev, donc un studio de développement de jeux vidéo plutôt honnête. Et ils se sont mis à la tâche pour améliorer le jeu qu'ils ont produit. Et de 2016 en effet jusqu'à encore maintenant au printemps 2025, ils n'ont cessé de patcher le jeu et ce gratuitement. Donc aucun DLC payant. On sent que les développeurs se sont un peu, fouetté le dos, quoi. C'est ok, mea culpa, mea maxima culpa, ok, on a merdé, ok, on vous a pas proposé l'entièreté d'un jeu vidéo en 2016, ok, on a surfé sur la vague technologique que l'on vous a présentée, ok, on vous présente nos excuses, et maintenant, ce que l'on va faire, le deal va être le suivant, on va améliorer le bousin, c'est promis, 2 ou 3, parfois 4 fois par an,
le jeu reçoit des améliorations de toute nature. Graphiques bien sûr, mais aussi des caractéristiques supplémentaires, création d'une base, embryon de jeu multijoueur, différentes races extraterrestres, différents vaisseaux, accès à des bases orbitales, et enfin, adjonction, enfin je pense que ça a été prévu, ça a été mis en place dès le départ, pardon, adjonction d'une quête principale en plus d'une ribambelle de missions secondaires pour continuer à capter votre attention de joueur. Donc oui, globalement, sur presque 10 ans, l'effort est payant, c'est le moins qu'on puisse dire. Offrir une galaxie entière d'activités pour un prix modique et, c'est important de le signaler, environ 24 Go, cela prend 24 Go sur votre disque dur ou SSD. Je tiens juste à titre de comparaison, si vous prenez GTA V, il vous bouffe 100 Go sur un disque hein, ou sur votre SSD. Environ et ce pour modéliser une ville entière et sa région toute proche, en plus de ses habitants, du trafic routier et aérien. Red Dead Redemption 2, pareil, si ce n'est plus, 120 gigas environ. Donc je suis Bodor aussi, sans vouloir trop parler de GTA, mais je suis Bodor que GTA 6 va s'asseoir sur 500 gigas à peu près, et je ne serai pas surpris. Donc on n'en parle pas vraiment ou peu, mais l'optimisation des ressources informatiques nécessaires pour un jeu vidéo donné devrait être mise en avant un peu plus souvent. Maintenant, soyons aussi très honnêtes, si c'était le jeu parfait, tout le monde le crierait haut et fort. Le jeu est acclamé parce que beaucoup d'efforts a été fourni pour l'améliorer d'une certaine manière. Le développement a été d'une certaine manière, le développement a été plus réactif que créatif, en passant d'une démo technologique à un ensemble d'activités faites pour vous faire passer du temps, parfois bon, mais soyons très honnêtes sur le sujet, parfois moins bon aussi. C'est important de le signaler, de le dire. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est éminemment simple. Les activités qui vous sont proposées sont pour l'essentiel répétitives, équivalentes de tâches manuelles peu intelligentes. C'est ce qu'on appelle le grind, G-R-I-N-D, hein, qui est à la base de ce jeu en monde ouvert. Donc qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Vous devez récolter de multiples ressources, voire éventuellement les raffiner, afin de les utiliser comme matériaux de base, matériaux de construction. Alors, dit ça comme ça, cela semble parfaitement logique et rationnel. Seulement au départ, vous passez votre temps à faire cela, du grind, à la différence du loot, au passage, hein, le mécanisme du loot dans le jeu vidéo, qui est une forme de récompense par rapport aux actes que vous avez effectués précédemment. Vous tuez X, Y créatures, à trouver la fin du labyrinthe et boum, vous êtes récompensé. Il y a une récompense en espèces sonnantes et trébuchantes ou un objet merveilleux, particulier, etc. Donc ça, c'est du loot. Le grind, c'est différent. C'est vous récoltez des ressources que vous pouvez trouver à droite et à gauche. Et le fait de récolter ces ressources vous donne accès à d'autres ressources qui sont soit plus élaborés, qui sont soit plus technologiques, qui sont soit plus magiques selon les types de jeux, etc. Donc c'est important de signaler cet aspect-là parce que cette mécanique de jeu est quelque chose de très particulier, c'est que c'est pas très fun, quoi. Et je pense que ça, il faut le savoir. Donc, c'est pas très fun, en effet, et le grind, c'est une tâche, c'est un ensemble de tâches répétitives à souhait que vous devez faire parfois des heures entières et des heures durant pour obtenir un quelconque résultat. Bref, pour moi et à titre personnel, mais de toute façon, je vais certainement pas m'excuser d'apprécier les choses de cette manière-là, c'est mon opinion. C'est l'antithèse d'un jeu vidéo pour moi, hein, dans le sens où cela doit être fun et agréable à jouer. Là, vous avez l'impression d'être dans une usine à ciel ouvert et abattre une liste de tâches, sauf incursion plus ou moins spontanée dans l'espace avec votre gentil petit vaisseau spatial. Avouez que l'on peut faire mieux en termes d'activité de loisirs. Et c'est une évidence, c'est précisément là où se situe le problème de tout jeu en monde ouvert. Laisser faire complet qui peut finalement s'avérer extrêmement ennuyeux, donnant aux joueurs l'impression d'un univers vide où il n'y a rien à faire, ou alors mise en place d'un dirigisme interactif au niveau gameplay, où le jeu vous demande
en se passant de votre avis, d'effectuer donc un certain nombre de tâches, laundry list, comme on dirait aux États-Unis ou en Angleterre. Faites ci, faites ça, allez voir tel personnage, c'est ce qu'on appelle aussi des fetch quests, et je vous en passe, sans bien sûr oublier l'accès à une place de marché locale ou générale, ou qui se trouve à différents intervalles de cette galaxie simulée. Donc c'est parfois personnalisé, qui vous suit un peu partout. Je tenais bien sûr à exprimer quelque chose qui me préoccupe dans le jeu vidéo dernièrement, cette tendance forte à vouloir imiter le réel plutôt que de nous proposer quelque chose de fun et d'intéressant, voire de totalement barré. C'est un peu comme si, à l'hyperréalisme graphique, ou plutôt l'imitation du réel interprété par l'industrie du jeu vidéo, on devait y répondre et se soumettre à une jouabilité qui trouve ses activités dans les vicissitudes des activités humaines de notre monde plus ou moins concret. Soyons très clairs, personnellement, quand je fais un saut dans un jeu vidéo, c'est pour sortir du réel et avoir une expérience interactive, originale, éventuellement dangereuse, entre guillemets, même si elle est totalement virtuelle. Plutôt que de me retrouver en tant que mineur de l'espace à casser des cailloux à Cayenne, l'astéroïde. Hein, je ne pense pas être tout seul à partager cette opinion. Mais j'ai parfois l'impression que certains éditeurs et développeurs font la sourde oreille sur ce sujet. Il est évident que designer des missions du type va chercher bon chien, c'est un peu plus facile que de se creuser les méninges sur la narration et sa justification interactive dans un monde ouvert. Parce que bien entendu, la problématique, elle est spécifiquement et précisément là. Et tous les game designers essayent d'y répondre, à savoir comment rendre un monde ouvert intéressant pour un joueur lambda, quelles sont les limites de l'individu dans ce monde ouvert, et comment étendre la jouabilité de ce même individu dans une progression qui soit méritée, mais tout de même accessible. Donc on est toujours dans cette dichotomie, dans cette problématique, à savoir il y a une opposition entre la qualité et la quantité. Et le problème des mondes ouverts, c'est que vous avez énormément accès à de la quantité. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes capable de faire du terrain, avec des reliefs, avec un climat, avec des événements climatiques, avec des nuages, avec de la pluie, avec du soleil, avec donc tout un tas de phénomènes spécifiques qui permettent de rendre une planète ou qui permettent de rendre l'espace plus intéressant, ne serait-ce qu'à voir ou d'interagir avec, forcément, vous avez une tendance à répliquer et répliquer et répliquer l'ensemble de ces processus pour faire en sorte de remplir un monde qui est de plus en plus grand, étant donné que nous avons du matériel informatique qui est de plus en plus performant. C'est toute la différence avec les jeux d'il y a 25, 30 ans en fait, où vous étiez obligé de tout optimiser pour que ça fonctionne. Et encore même là, je veux dire, les efforts d'optimisation, on sentait déjà que c'était pas encore le cas. Mais bon, c'était pas encore le cas. C'était pas le cas justement. C'est-à-dire que on commençait à bénéficier du fait que les ordinateurs étaient de plus en plus puissants et que l'optimisation, ça passait un peu, je veux dire, c'était la cinquième roue du carrosse, quoi. C'est on optimise si on a le temps, si on n'a pas le temps, on balance. Je veux dire, moi je me rappelle, enfin, il y a un truc précis et qui a presque 40 ans, enfin 39 ans. Donc j'ai eu un Amstrad et je me rappelle que les premiers jeux que j'ai eu sur Amstrad étaient un peu grossiers et là où j'ai été profondément choqué, c'est qu'à la fin de vie en fait de cet ordinateur donc familial qui pouvait être acheté par tout un chacun, et je pense que c'est la même chose pour Atari, je pense que c'est la même chose pour Amiga, qui avaient des logiciels plus professionnels intégrés. Mais ce dont je me suis rendu compte à la fin de vie de l'Amstrad, c'est que les jeux étaient largement plus optimisés et exploitaient tous les trucs possibles et inimaginables en fait pour être le plus fluide, le plus optimisé possible. Donc il y avait une qualité de la gestion des ressources de l'ordinateur qui était telle que c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé ensuite, quoi, ou très rarement. Alors c'est peut-être, je donne l'impression d'être très critique parce qu'il y a des choses que j'aime hein, quand même dans No Man's Sky. Je veux dire, je le critique parce que je pense que
Comme je l'ai dit sur le gameplay, ils ont été plus réactifs que créatifs. C'est-à-dire, ils se sont pris une grosse claque dans la tronche en leur disant les gars, là, les clients ont dit, c'est pas du tout ça qu'on attendait. Ou, les mecs, vous avez commencé à nous faire rêver. Et là, on se trouve dans un truc où il n'y a rien à faire, quoi. Donc, ils ont donc été obligés de réagir, et c'est parfaitement rationnel et logique, et ils se sont dit, bon, ben, on va mettre, s'ils ont un tant soit peu regardé le marché les 10 années précédentes, les 10-15 années précédentes, c'était le MMO, et les principes du MMO, c'est le grind, c'est va chercher ci, va chercher ça, combine les éléments que tu as, avec les quantités qui sont nécessaires pour faire en sorte d'avoir un objet spécifique en question, et boum, tu peux continuer, et tu continues à faire ça. Et moi, j'appelle pas ça du jeu vidéo, j'appelle ça du travail. C'est littéralement une manière d'essayer de faire bosser des gens sur des tâches répétitives. Je trouve ça absolument imbuvable. Encore une fois, opinion personnelle, tout le monde n'est pas obligé de la partager. Et donc, vous avez en effet ce problème, cette espèce de ratio entre qualité et quantité, puisqu'il s'agit de combler un espace vide en le remplissant presque comme un fourre-tout. C'est aussi une manière, et soyons très clairs, quiconque a un tant soit peu du jugeote essaye de prendre du recul, c'est aussi une manière de restreindre de manière souple, surtout au départ, les possibilités d'action du joueur. On se retrouve donc dans un équilibre instable où le but du développeur a été de jongler entre la qualité de la jouabilité proposée et la quantité d'éléments à disposition. Lorsque vous jouez, évidemment, plus vous récoltez, raffinez, notamment spécifiquement dans ce jeu, plus vous récoltez, raffinez des ressources et échangez sur les places de marché, et plus le jeu vous offre d'éléments à récolter, raffiner, échanger, et ce faisant, vous perdez des heures dans un environnement, dans un travail virtuel totalement vide de sens, juste pour avoir goûté plus de quelque chose totalement virtuel, et surtout creux, alors qu'en fait c'est le dépaysement et l'observation de lieux différents ou non qui pour ma part me semble le plus intéressant, spécifiquement dans No Man's Sky. Le reste est là pour vous faire perdre du temps. Alors personne, je dis bien, je n'ai et ça me paraît important parce que j'ai vu des articles dithyrambiques, j'ai vu des choses, le jeu est magnifique, ouais, il te propose des trucs, blabla, machin, c'est super beau, on a encore une mise à jour, c'est du plus, vous savez, c'est comment dire, c'est quand vous achetez une glace et puis t'as le topping sur la glace, quoi, tu vois. On te met des cacahuètes, on te met machin, on te met bidule, on te met truc bidule, machin truc. Et il faut être super content parce que tu as toujours du plus. Même si le plus il est creux, même si le plus il est chimique, même si le plus il est cancérigène, c'est pas grave, tu as du plus. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être avoir conscience de ça. Il faudrait peut-être se rendre compte que c'est pas la méthode du on te file du plus. Je sais bien que c'est du C++ et de l'orienté objet derrière qui permet donc de créer ce genre de choses. Mais à un moment donné, enfin, la notion de hiérarchie, la notion de classe et la notion de faire de dériver de ces classes, enfin de créer des classes en fonction d'une classe première qui a été créée. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on se dit, mais ça sert à quoi, quoi? C'est totalement abstrait. Il n'y a pas de sens. Ça sert à rien. C'est pas ça. No Man's Sky, en fait, ce qui est, j'ai l'impression, j'ai presque l'impression que j'aurais apprécié No Man's Sky au départ. Alors peut-être pas parce que ça devait être très moche et ça devait être un peu buggé quand même, comme des tas de jeux à l'heure actuelle, mais je suis pas du tout intéressé par ce gameplay, quoi. Je veux dire, c'est fait pour faire perdre du temps aux gens. C'est abhorrent pour quelqu'un, c'est aberrant, abhorrent, comme vous voulez, pour quelqu'un comme moi, de voir qu'un jeu vidéo se permet de vous dire euh, c'est pas le seul, hein. Je fais ma petite crise là, mais c'est pas le seul, hein. Il est clair qu'il y en a un certain nombre qui se permettent de faire ça. Bref, comme je disais, c'est le dépaysement et l'observation de lieux différents ou non qui, pour ma part, me semble le plus intéressant. Le reste est là pour vous faire perdre du temps. Et comme je le disais, en effet, personne, je dis bien, je n'ai entendu personne parler de cette problématique, de ce ratio quantité-qualité qui penche trop vers la quantité, hein, le plus. Donc à titre personnel,
À titre personnel, ce jeu est intéressant pour faire une petite exploration dans une simulation de l'espace que vous prenez en main très rapidement. Ça aussi, alors, une des qualités plutôt importantes de signaler, c'est que la prise en main est très rapide. Que ce soit au clavier ou que ce soit avec une manette de jeu, c'est très très rapide. Vous êtes en mesure de comprendre très très rapidement ce qu'il faut faire, comment, pourquoi, de quelle manière. Et vous n'êtes pas dans un simulateur de vol ou un simulateur spatial, comment dire, qui se veut réaliste. Vous êtes dans quelque chose qui est casual, quoi, vous prenez les choses en main rapidement, vous essayez un peu les touches, vous plantez un petit peu, vous trouvez les bonnes touches, et puis boum, ça y est, vous êtes capable de faire telle et telle action. Donc, dans ce sens-là, l'approche de ce jeu, la jouabilité de ce jeu est très très grande. C'est-à-dire que vous n'avez pas une pléthore même s'il y en a quelques-unes, je veux dire, la prise en main du jeu est relativement aisée. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que, et c'est dans ce sens-là aussi peut-être enfin, c'est pas dans, peut-être, c'est dans ce sens-là qui m'intéresse. C'est-à-dire que je suis pas dans un simulateur pointu. J'ai déjà fait des simulateurs pointus. Le problème des simulateurs pointus, c'est que vous y passez un temps de ouf, quoi. C'est pareil. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est, ok, je vais dans un vaisseau, mon vaisseau est sur une planète. Ok, je rentre dans le vaisseau, je sors de l'atmosphère, et puis je vais voir si je peux visiter une autre planète. Je zigouille 2 ou 3 vaisseaux spatiaux qui essayent de me faire les poches, et j'essaye de voir une autre planète et de voir un autre environnement. Mais c'est tout ce que je fais en fait, hein. C'est-à-dire que c'est quasiment tout ce que je fais, c'est-à-dire que la boucle de gameplay principale, j'y touche quasiment pas, quoi, parce que je la trouve pas très intéressante finalement. C'est-à-dire, enfin, je crois que j'ai expliqué en quoi et pourquoi ça ne m'intéressait pas, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, parce que ça va finir par ressembler à... Je râle en direct dans un podcast, et bon, je crois que j'en ai suffisamment dit déjà. Donc oui, c'est bien pour faire une petite exploration dans une simulation de l'espace, et une simulation relativement simple, hein, encore une fois. Enfin, simple de prise en main, où vous pouvez donc indifféremment rentrer dans l'atmosphère d'une planète et en sortir tout aussi rapidement, sans aucune difficulté technique ni transition. Mais c'est pas suffisamment intéressant pour approfondir plus que ça et passer des heures à grinder, récolter des minerais et autres matériaux pour améliorer votre vaisseau spatial ou en acheter d'autres, ou bien encore construire une base toute mignonne sur une planète qui l'est tout autant. En gros, une sorte de fantasme de marché à l'échelle galactique, où vous pouvez acheter votre véhicule et votre maison, votre laboratoire, votre base, et la construire aussi au passage, ce qu'il est devenu compliqué de faire dans la vraie vie. 3 petits points, hein, vous comprenez. C'est-à-dire que maintenant, des choses de base qui vous sont proposées qui vous sont proposées, qui étaient relativement accessibles dans la vraie vie, entre guillemets, maintenant, on vous les propose de manière virtuelle, aussi au passage. C'est un peu comme les Sims aussi, c'est pareil, mais bon, bref. Donc, sorte de fantasme de marché, comme je disais, à l'échelle galactique, où vous pouvez acheter votre maison et votre véhicule, votre laboratoire et base, ce qu'il est devenu compliqué de faire dans la vraie vie. Lorsque l'homme n'a compris l'artifice, ce n'est pas aussi tripant et intéressant qu'il y paraît, d'autant plus que cela prend beaucoup, je dis bien, et j'insiste là-dessus, beaucoup de temps. Enfin, moi, personnellement, j'ai compris que j'allais y passer, si je commençais à mettre le doigt là-dedans, j'allais y passer beaucoup de temps. Donc j'ai évité dès le départ de passer beaucoup de temps. C'est, oh, ok, je vois comment ça fonctionne, je vois ce qu'ils essayent de vous faire faire. Non merci, très peu pour moi, hein. Puisque bien entendu, je ne tiens pas à dépenser mon temps personnel de cette manière-là. Donc pour les futurs acquéreurs, joueurs et joueuses, hein, un joueur ou une joueuse avertie en vaut 2. Donc comme vous l'aurez compris, personnellement je n'y joue qu'occasionnellement, car je perçois bien que le game design proposé est là essentiellement pour vous faire perdre, encore une fois, du temps à acheter et récolter des éléments totalement abstraits qui finalement ne servent pas à grand chose, si ce n'est alimenter une fantaisie pas aussi prenante et intéressante qu'il voudrait nous le faire croire. Donc, à défaut d'une narration qui est claire et limpide, donc on a droit à une notion de mystère dès le départ, donc vous avez un mystère vous avez des objets récurrents qui se trouvent d'une planète à une autre, donc vous pouvez les activer, vous comprenez pas trop pourquoi, donc il y a la notion de mystère qui est entretenue et intégrée,
Et à un moment donné, je suppose que vous finissez par comprendre quel est le mystère en question. Mais bon, je pense qu'il faut pareil, c'est qu'il faut arriver à un certain stade pour prendre ces aspects-là. Et choses auxquelles je ne me suis pas attardé, bien sûr. Donc l'autre point aussi qui me semble important de signaler, c'est que ce jeu est fait avec des systèmes qui utilisent la création procédurale. C'est-à-dire, c'est pas une création mano à mano, donc avec un designer qui fait une créature spécifique et qui la fait de A jusqu'à Z, c'est que vous avez un ensemble d'éléments, que ce soit pour les planètes, que ce soit pour les créatures, que ce soit pour l'environnement galactique, etc. Je suppose que vous pouvez créer des événements linéaires qui ont lieu quelle que soit en fait l'instance du jeu que vous utilisez, donc peu importe, mais la création elle-même est procédurale, et notamment pour les personnages. C'est que justement, et là aussi il faut comprendre, ils ne sont pas personnalisés, ils sont individualisés. Ils ne sont pas personnalisés ni individualisés, ils sont, pardon, interchangeables. C'est-à-dire comme vous, ils sont assemblés de différents éléments qui sont dans la base de données, je suppose, des outils de jeu qui ont été développés. Vous vous retrouvez en fait avec un ensemble d'éléments qui ne sont pas, comment dire, finalement si intéressants que ça. C'est-à-dire que, enfin, ils sont pas intéressants dans le sens où ils sont interchangeables. C'est-à-dire que si vous prenez un extraterrestre que vous rencontrez sur une planète, il est l'équivalent d'un autre extraterrestre que vous trouvez sur une autre planète. Et si vous vous trouvez avec des créatures qui, pareil, qui sont dissemblables, elles sont dissemblables, certes, elles sont pas pareilles, mais elles ont parfois plus ou moins le même type de comportement. Elles sont parfois, enfin, il y a des changements de forme, donc, et dans ce sens-là, c'est intéressant, puisque la forme du jeu en elle-même, elle est intéressante. Je veux dire, c'est un jeu qui est agréable à regarder, vous avez enfin, voir un coucher de soleil sur une planète totalement différente, ça a du charme. Hein. Je peux pas dire que ça n'en a pas. J'ai pris des screenshots qui me disent ouais, quand même, ça a de la gueule. Au-delà du fait que ça ait de la gueule et au-delà du fait que ça soit quelque chose de relativement sympathique à regarder, je veux dire, il n'y a pas grand chose de plus, quoi. Donc, oui, le jeu a du charme et je vais pas le nier. Et j'y passe 1 heure de temps en temps. Mais je ne tiens pas personnellement à m'investir dans une aventure ludique dont les ficelles me paraissent un peu trop grosses pour ne pas les voir. Donc, ceci étant dit, faire un tour d'une planète à une autre, passer à travers un champ d'astéroïdes, comme je vous disais, atterrir sur une nouvelle planète, vous visiter des caves ou des profondeurs dans un seul et même jeu, ça a son charme. C'est évident, surtout pour moins de 30 gigas sur un SSD ou sur un disque. C'est donc là où No Man's Sky brille de mille feux. Le moteur 3D optimisé aux petits oignons, la création procédurale absolument maîtrisée. La force de ce jeu, c'est en effet la technologie employée, et certainement une suite d'outils permettant une création procédurale relativement variée. Et j'insiste bien sur le côté relatif. Que ce soit les planètes, par les biomes, comme on dit maintenant, on pourrait dire aussi plutôt les différents écosystèmes, c'est aussi compréhensible, ainsi que les multiples incarnations des animaux qui s'y trouvent. À noter qu'il y a aussi très peu de différences d'une espèce à l'autre. Comme je le disais, hein, il existe une variabilité des espèces, mais essentiellement dans la forme et l'aspect, parce que si on creuse un peu, au-delà de la surface, il n'y a pas ou peu de différence de comportement. Et je pense que cela résume plutôt les limites de ce jeu très optimisé, très jouable, mais dont les outils de création ainsi que la ligne éditrice ne permettent pas d'être pleinement original. L'effort d'optimisation est louable, et c'est certain, je veux dire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils y ont passé 9 ans, donc je veux pas je ne tiens pas à minimiser l'effort qui a été fait pour rendre ce jeu le plus jouable possible. Hein. C'est dans ce sens-là, en fait, que je tiens à louer ce jeu. D'ailleurs, c'est que l'expérience est quand même plaisante, 1 heure de temps en autre, mais pas plus. Et petite précision, ce n'est pas le seul jeu à se rendre coupable de ce type de gameplay. Il faut être répétitif et pseudo, entre guillemets, évolutif. Ça fait environ un peu plus de 20 ans que nous avons ce type de contenu interactif, depuis que les MMO, donc les jeux massivement multiplayer, sont sur le marché. Je pense simplement que ce type de jouabilité n'existe pas nécessairement pour le meilleur, mais bien souvent pour le pire. Rendre accro le joueur à coups de plus et de mécanismes de marché. C'est pas le premier, hein. EVE Online dans le genre est très beau par exemple, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que c'est du Excel déguisé. Là où No Man's Sky est plus insidieux, dans le sens où c'est un jeu en solo.
hein. C'est un jeu que vous jouez d'abord tout seul, vous jouez pas en multiplayer, et qui applique certaines justement recettes de ces jeux massivement multiplayer. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut signaler. Et pareil, j'ai vu personne en parler. Alors, je comprends la presse, hein. La presse, elle est là pour faire en sorte d'être un support de vente pour les jeux vidéo qui arrivent. Moi, personnellement, je suis juste là pour dire mon admiration sur un jeu en particulier, et en quoi et pourquoi je l'admire, et ce, en quoi et pourquoi je ne l'admire pas éventuellement. Mon point de vue concernant le jeu peut paraître extrêmement partagé, c'est certain, et je le confirme, il est partagé. Mais comme je dis, ça vaut la peine, 1 heure de temps en temps pour vous évader et voir autre chose en termes de space opéra, si vous aimez ce genre de choses. Et vous aurez compris que c'est le type de sujet que j'apprécie. Donc pour avoir une représentation visuelle interactive d'un space opéra, ça vaut la peine. Pendant 1 heure de temps en temps. Mais ça vaut pas plus la peine. Parce qu'alors après, vous passez des heures à faire des tâches inutiles. Et bon, si vous appréciez ce type de gameplay, et au vu du nombre de gens qui jouent à ce type de jeu, je pense que vous auriez tort de vous en priver. Mais si vous appréciez pas, ben voilà, vous êtes prévenu, et comme ça vous saurez que ça vaut pas trop la peine de se dépenser là-dessus. Mais sinon, la visite est sympa, hein. Le jeu en lui-même, pour ça, il est sympa. Mais il faut pas aller plus loin. Voilà. J'espère que vous avez eu une bonne écoute de ce podcast, que vous avez passé un moment intéressant en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur le canal de Cybiopod. Au revoir.